Une plongée profonde le matin, une autre l'après-midi, ça passe toujours. Plus de 2 plongées en 24 heures? Vous êtes sûr de finir au caisson. 4 ou 5 plongées par jour, pendant plusieurs jours. Où est le problème? Pour bien comprendre les difficultés liées aux plongées successives, nous allons devoir une nouvelle fois plonger dans l'histoire. Dresser l'inventaire des connaissances devrait en effet nous permettre à la fois de mieux comprendre les enjeux et de pouvoir les expliquer facilement et simplement. Lors de ses recherches, John Scott Haldane ne s'intéresse pas particulièrement aux expositions successives. Il sait que les pêcheurs de perles et d'éponges subissent un nombre d'accidents sensiblement plus élevé après des plongées courtes et répétées. Il rapporte l'expérience d'entrepreneurs de travaux publics spécialisés dans la construction de ponts ou le percement de tunnels. Sur les chantiers, les ouvriers travaillent systématiquement sous pression. Leur journée de travail est généralement coupée par 2 pauses, au cours desquelles ils ont l'habitude de revenir à la pression atmosphérique pour prendre un repas bien mérité. Haldane connaît donc très bien la dangerosité particulière de ces plongées répétées. Il explique assez simplement qu'entre 2 expositions rapprochées, les parties du corps qui désaturent lentement n'ont pas le temps d'éliminer tout l'azote qu'elles ont accumulé. Il a recours à une loi exponentielle, souvent employée en mathématiques et en physique, pour calculer la saturation et la désaturation des tissus humains pendant l'immersion. Cette loi reste bien entendu valable pour la désaturation de ces mêmes tissus pendant l'intervalle de surface. Haldane est donc parfaitement capable de calculer l'azote résiduel pendant l'intervalle de surface entre 2 plongées. Pourtant, pour assurer une désaturation sûre, il préconise d'ajouter les temps des différentes expositions et d'utiliser la profondeur la plus élevée pour calculer la décompression de la plongée suivante. Ceci revient à considérer que les 2 plongées n'en font qu'une et à ignorer l'azote éliminé pendant l'intervalle de surface. Pourquoi diable Haldane a-t-il cru bon de proposer une procédure aussi contraignante? Peut-être parce que cela ne fait pas partie des objectifs fixés par l'amirauté britannique et qu'il préfère orienter ses travaux sur le sujet principal. Ou peut-être parce qu'à une époque où tous les calculs devaient être réalisés et vérifiés à la main, Haldane pouvait difficilement proposer mieux. Le compartiment directeur est utilisé pour calculer la décompression d'une plongée. Mais rappelons-nous que la tension d'azote de tous les compartiments doit être calculée et comparée au coefficient de sursaturation critique qu'Haldane a fixé à 2 pour 1, avant de pouvoir déterminer lequel de ces compartiments est directeur. Rappelons-nous également que seul ce compartiment directeur permet de calculer la profondeur et le temps de décompression nécessaires pour que l'azote qu'il contient redescende sous la pression maximale qu'il peut supporter avant de pouvoir rejoindre le palier suivant ou la surface. Nous savons qu'un compartiment, quel qu'il soit, est pratiquement revenu à l'état initial au bout de 6 périodes. Le premier compartiment choisi par Haldane peut donc être considéré comme totalement désaturé après un intervalle de surface de 30 minutes. Pour le compartiment 10 minutes, il faut attendre 1 heure pour obtenir le même résultat. Imaginons qu'au bout d'1 heure passée en surface, après une première plongée, un plongeur s'immerge une seconde fois. Supposons que pour cette seconde plongée, la décompression soit dirigée par le compartiment de période 10 minutes. Par exemple, 30 minutes à 30 mètres, ou 18 minutes à 40 mètres, ou 12 minutes à 50 mètres, ou encore 10 minutes à 60 mètres. Au début de cette seconde plongée, le compartiment de période 10 minutes est considéré comme totalement désaturé puisque notre pauvre plongeur a passé 6 périodes en surface. Lors de la remontée, c'est ce compartiment de période 10 minutes qui dirige la décompression. Le temps de décompression de la seconde plongée sera donc strictement identique à celui de la première puisque le compartiment directeur a eu le temps de se désaturer complètement pendant l'intervalle de surface. Tout se passe comme si la première plongée n'avait jamais existé. Ce comportement est reproductible avec le même intervalle, le même temps et la même profondeur pour une 3e plongée, une 4e,
ou même une dizaine avant qu'un compartiment plus long soit suffisamment saturé pour devenir directeur. En théorie, ce fonctionnement est parfaitement conforme, mais nous savons aujourd'hui que de nombreux phénomènes entrent en jeu lors des plongées successives. Au début du XXe siècle, ces notions sont totalement inconnues. Les expérimentations sur des chèvres montrent bien que l'azote résiduel n'est pas suffisant pour assurer la sécurité d'une seconde exposition. Haldane fait preuve d'une très grande prudence. Pour aller dans le sens de la sécurité, la méthode qu'il propose ne tient compte ni de la décompression réalisée à la fin de la première plongée, ni de la désaturation intervenant lors du séjour à la surface entre les deux immersions. Ces règles sont rapidement jugées excessives. Les principales marines de guerre cherchent une procédure de remplacement, plus compatible avec leurs besoins opérationnels. Mais 2 guerres mondiales vont les contraindre à concentrer leurs efforts. Il faut attendre 4 décennies avant que les travaux ne puissent reprendre.